Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Merci Dominique pour l'invitation, Sylvie Lafrenière aussi, qui est une collègue à l'époque du CDC Métro. Et j'ai un petit pincement au cœur parce que je vais vous faire une confidence. Il va avoir 48 ans au mois d'août. J'étais montée sur ce théâtre pour recevoir mon diplôme d'infirmière de l'hôpital Saint-Luc. Alors, ça me fait tout drôle d'être ici. Voilà, c'est ça, ça fait plus de 40 ans que je suis infirmière en santé mentale. J'ai mis sur pied le centre de santé mentale aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai travaillé dans les pavillons de Trieste en communautaire. Ensuite, j'ai développé une pratique avancée en soins infirmiers en psychogériatrie au centre-ville de Montréal pendant 22 ans, à domicile, sur 4 territoires de CLSC. J'ai aussi enseigné à l'Université de Sherbrooke pendant 6 hivers au début de ma retraite, ma première retraite. Aux infirmières, j'ai enseigné les problèmes de santé mentale avec un collègue médecin et j'ai collaboré avec l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, qui a produit ce petit volume. Je vous invite à les visiter. Ils sont à l'accueil, une table à l'extérieur. Elles font des belles présentations, elles font des conférences, des formations. Et voilà, j'ai accepté de venir une de mes dernières grandes conférences que je donne parce que je veux finalement prendre ma retraite et laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il y a des belles relèves aussi. Alors, on va commencer sans plus. Vous savez, parler d'un sujet aussi prenant dans le cadre de la 26e semaine de prévention du suicide, j'aurais besoin de plus que 50 minutes, ce que Dominique m'a alloué. Alors, j'ai essayé d'aller vers l'essentiel pour vous sensibiliser, mais aussi pour voir comment nous, intervenants, on peut justement intervenir au niveau de la prévention. Et lorsqu'on accompagne ces personnes dans une crise suicidaire, quelques clés d'intervention. Alors, comment pensez-vous que se portent nos aînés actuellement? C'est sûr, quand on travaille avec des aînés qui sont malades ou qui ont besoin d'aide, on pense que tous les aînés sont dans cette condition, mais rassurez-vous, à domicile, on a 9 personnes sur 10 de 65 ans et plus qui sont à domicile et 63 % pour les 85 ans et plus. Et on fait une enquête, Statistique Canada, qui nous dit, comment les gens considèrent leur santé. Alors, les personnes considèrent leur santé de bonne à excellente. 70 % pour les 65 à 74 ans, 56 % pour les 75-84 ans et 39 % pour les 85 ans et plus, ce qui on peut comprendre à ce grand âge. Alors, il y a aussi, lors du budget 2002, le Québec et les aînés, en tout cas les données témoignaient que les aînés sont plus nombreux, en meilleure santé et plus actifs, puis qui veulent continuer de contribuer à la vie sociale, à notre société, soit en faisant du bénévolat ou continuer à travailler, être des mentors, des passeurs pour nos jeunes. Alors, on voit que cette population est quand même en bonne santé pour la majorité. Et là, on se pose la question, comment va leur santé mentale? Alors, la même chose, elle considère très bonne et excellente, 76 % pour les 65 à 74 ans, 70 % 75 à 84 ans, et les plus de 85 ans, 67 %. Alors, vous savez, vous avez déjà demandé à vos patients, ou lorsque j'allais à domicile, vous, comment vous considérez votre santé? Parfois, des personnes qui étaient quand même aux prises avec plusieurs maladies, « Ah, ma santé, elle est très bonne, ça va bien. » Et d'autres personnes qui étaient moins atteintes dans soit leur autonomie, pouvaient nous dire « Ben, ça va pas mal, ma santé est pas très bonne. » Alors, c'est vraiment une question de perception. Alors, ces personnes-là à qui on a posé la question sont quand même en majorité qui trouvent que leur santé mentale est de bonne à excellente. Ensuite, on a quand même une portion de ces personnes-là, malheureusement, qui ne vont pas bien. La QPS, entre autres, où j'avais pris ces données, 19 % qui vivent à domicile vivent une détresse élevée, 10 % vivent un stress quotidien. 6 % se disent insatisfaits de leur vie sociale. Alors, c'est sûrement des personnes qui sont isolées ou qui avaient l'habitude d'avoir un réseau. Et les dernières données viennent de Prévé, les collaborateurs, sur le Centre d'études sur la santé des aînés en 2006, qui ont fait une étude à domicile chez les francophones et en enlevant tous les deuils ou les stress que les personnes qui pouvaient être liés à des facteurs extérieurs, ont trouvé 13,8 % de symptômes dépressifs et 8,6 de dépression majeure.
Et là, déjà d'emblée, je vous dis que la dépression majeure est le premier facteur de risque de suicide chez nos aînés. Alors ça, je ne vous apprends rien. Vous savez, on est bien sensibilisés en ce moment. Ça dure une semaine. On en a partout, Facebook, Radio-Canada, dans les journaux. La personne ne veut pas mourir, elle veut arrêter de souffrir. Et c'est vraiment, je peux vous dire que la détresse et le désespoir, la souffrance est tellement grande que la personne est arrivée à un point où elle n'a pas d'autre solution que de mourir pour arrêter cette souffrance intenable. Alors, rapidement, quelques petites définitions du suicide. Bon, Eisel nous dit que ce n'est pas une maladie spécifique, mais un processus douloureux accompagné de facteurs particuliers de nature biologique, psychologique et sociale. Alors, moi, je vais vous parler tout à l'heure des facteurs qui sont prédisposants, contribuants, précipitants et aussi nos facteurs de protection avec lesquels on va travailler. C'est un phénomène complexe qui s'accompagne toujours d'une grande détresse psychologique et de désespoir. Alors ça, on retient qu'on a quand même un bon pourcentage de personnes qui sont en détresse psychologique à domicile au Québec ou ailleurs dans des établissements. Je pense que ce phénomène va se manifester. Le Québec a un taux de suicide les plus élevés au Canada et parmi les pays les plus industrialisés. Puis, dans le document de la QPS, on dit, bon, avec tous les programmes de prévention qui ont eu lieu, il y a quand même le taux de suicide au début des années 2000 a quand même diminué de manière notable. Mais il reste qu'on a quand même le taux le plus élevé. On dit que 3 personnes par jour se suicident au Québec et 8 sont hospitalisées pour des problèmes de santé reliés à des tentatives de suicide. Alors, ce n'est pas banal. C'est un problème majeur de santé mentale et de santé publique. Bien, je ne vous apprends rien de santé publique parce que ça affecte la détresse psychologique, la dépression affecte le bien-être de nos aînés, de l'entourage. Il y a aussi un impact sur les services de santé lorsque quelqu'un doit être hospitalisé pour des complications et des tentatives de suicide. Alors ça, c'est un cadeau que la QPS me fait. Ils ont mis ça sur Facebook il y a 2 jours. Alors, je l'ai repris parce que je trouvais que ça nous donnait vraiment un tableau très actuel. C'est des données provisoires quand même de l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, vous verrez que, je vais essayer de voir avec la souris ici. Alors, on parle 28 sur nos 15, 19, 20, 34, on a 185. Et là, on sait, on a encore parlé aujourd'hui à la Radio-Canada, que c'est vraiment la tranche d'hommes où c'est le plus, c'est 50-64 ans, puis c'est en majorité les hommes. Vous voyez dans le cercle ici, où malheureusement, on a 78% des suicides complétés sont par des hommes. Et nos aînés ici, 170 en 2013, et là j'étais curieuse parce que je vais vous montrer une diapo que moi j'avais tout ça décortiqué pour les dernières données de l'Institut. Alors, 141 hommes pour 29 femmes dans nos 170. Alors, on est encore avec des hommes qui se suicident plus que les femmes. Alors, c'est le tableau que j'avais préparé. C'était des données 2006-2010 que l'INSPQ avait publié, je pense, en 2011 et que la QPS dans son document en 2014. Alors, c'est sûr que j'ai mis en rouge ici, bon, ce qui me semblait fort important, c'était le groupe d'âge, 45, entre les 65 et 69 ans. Et là, bon, c'est sûr qu'il y a une diminution, mais quand même, ça reste important, 33, ici 26, 19, et après 85 ans, 17. Mais là, on a un total de 140 pour cette année-là, 2006-2010. Et là, moi, j'ai rajouté, hier, j'ai un peu de misère avec la souris. J'ai rajouté en bas, ici, que là, on a 170 en 2013. Donc, on a quand même une augmentation importante et totale. Et pour nos hommes, c'est 141 comparativement à 108. Et pour les femmes, ça a diminué. C'est passé de 32 à 29. Ça, c'est 2013. Alors, l'ampleur du problème, on achève avec les statistiques, c'est toujours un peu plate, mais pour saisir la problématique, on doit s'y attarder tout de même. Alors, pour l'ensemble, j'ai fait le même exercice sur cette diapo, j'ai mis en rouge 2013. Alors, pour l'ensemble de la population, par 100 000 habitants, c'était un taux de 13,7. Là, on est à 13,3. Fait que pour l'ensemble de la population, il y a une légère diminution. Mais là, vous allez voir nos aînés. Alors, pour le groupe des 65 ans et plus, on avait pour les femmes 4,4, on a 3,8.
en 2013. Donc, le taux chez les femmes, 65 ans et plus, a diminué légèrement. Et chez les hommes, on est passé de 20,3 maintenant, en 2013, à 23,5. Donc, il y a une augmentation du taux chez les hommes. Et là, quand on met ça ensemble, c'est sûr qu'on n'additionne pas les chiffres, là. C'est une opération statistique. On arrive de 10,6 qu'on avait. Maintenant, en 2013, on est à 12,5. Donc, il y a une augmentation par 100 000 habitants. Donc, c'est important et c'est disproportionnellement élevé. Pourquoi on dit ça? Parce que nos aînés représentent 18 de la population et bientôt, en 2021, nous serons 21 de personnes de 65 ans et plus. Donc, puis ce qui est intéressant, que je partageais tantôt avec Lucie Poirier, avec qui on a eu un échange, parce que Lucie va faire un petit reportage sur la conférence, c'est que dans le document de la QPS 2014, disait il y a un paradoxe, OK? Le taux chez les aînés diminue, puis c'est vrai, quand on parlait tantôt, quand je vous ai présenté 10,6, il avait diminué par rapport aux années précédentes, mais le nombre augmentait parce que la population des aînés augmente. Elle a doublé en 30 ans. Donc, on peut s'attendre que oui, il y a plus d'aînés, mais là, ici, c'est que le taux, le nombre de suicides par 100 000 habitants augmente. Alors, c'est assez attristant. Et il faut retenir que 75 des aînés qui se sont suicidés n'avaient jamais fait de tentative auparavant. Donc, c'est important parce que nos aînés, lorsqu'ils sont dans un processus suicidaire, sont beaucoup plus affirmatifs et décidés que les jeunes adultes, que les adultes plus jeunes. Alors, c'est important, si jamais vous avez, il va falloir en tenir compte. Puis, le moyen aussi qui est utilisé est plus létal. Ça va être, vous le savez, l'arme à feu, la pendaison, la défenestration. Moi, j'en ai eu au centre-ville. On parle, j'avais vu un article aussi dans une revue britannique, les femmes utilisaient la noyade et naturellement les médicaments. Mais on sait que ces personnes-là sont beaucoup plus décidées dans leur processus, dans leur acte suicidaire. Alors, c'est à retenir. Alors, moi, j'aimerais ça aborder la problématique par les facteurs sociaux d'abord qui sont prédisposants au suicide chez l'aîné. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais je trouve ça important d'en parler parce que, quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas une acceptabilité sociale du suicide chez les aînés? Est-ce que, bon, ils sont vieux, déprimés, dans leur coin, on ne s'occupe plus d'eux, ils ne travaillent plus, ils sont inutiles, ils ne contribuent plus à la société. Fait que dans le fond, qu'ils veuillent mourir, est-ce que, bon, ce serait correct? Alors, c'est un discours qui est dangereux, mais ça, vous allez voir comment ça peut aussi contribuer. Alors, je vais vous parler un peu plus longuement de l'absence de reconnaissance sociale, qui est un autre facteur qui est prédisposant, et les deux sont en lien de toute façon. Alors, ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à Lévesque et Beaulieu en 2011 dans Vie et vieillissement. Puis, c'est Marie Beaulieu, là, qui est une criminologue à l'Université de Sherbrooke, qui écrivait avec Madame Lavoie un article sur l'AGIS, l'impact de l'AGIS, et elle proposait, en tout cas, comme solution, les relations intergénérationnelles. C'est là-dessus que portait l'article. Alors, moi, je l'ai transcrit parce que je trouvais ça fort important, puis je l'ai utilisé pour mes autres formations, je vous le présente, parce qu'on est vraiment, je pense, dans cette problématique d'AGIS. OK, l'AGIS, qui est une discrimination par rapport à l'âge. Alors, qu'est-ce que ça amène? C'est l'indifférence, le rejet de nos aînés, l'exclusion, l'infantilisation. Hein? Ça, on a vu beaucoup, il y a heureusement plusieurs décennies, je vous dirais, dans les milieux de soins, mais encore là, plus une personne est en déficit cognitif, plus atteinte, elle peut subir de l'infantilisation. La stigmatisation, les moqueries. Alors, la souffrance sociale va contribuer à une baisse de la participation sociale. Et là, nous avons un terreau fertile pour la maltraitance, les dépendances à différentes substances et le suicide. Là, je vous l'ai mis en gros parce que c'est mon propos. Et les problèmes de santé mentale et autres, dont l'itinérance. Alors, pour Beaulieu, c'est ça, comment on pourrait arriver à briser, diminuer cet agisme envers nos aînés. Alors, elle parlait justement des relations intergénérationnelles. Et vous savez que la première personne aînée qu'un enfant rencontre, c'est son grand-parent. Alors, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de questionnements, puis moi, je me rappelle, mon petit-fils, il avait 4 ans, c'était l'Halloween, puis il me demandait, grand-maman, à quel âge tu vas devenir un squelette?
Alors, je me suis assise, puis j'ai dit, bien, pas tout de suite, j'espère, et le plus loin possible. Alors, on a à transmettre, c'est sûr, nos valeurs et tout, mais aussi de voir que les personnes aînées peuvent continuer d'être bien psychologiquement, physiquement, et d'avoir un rôle. Alors, il déplorait, Beaulieu et l'évêque déploraient le paradoxe, justement, que toutes ces personnes qui ont autant d'expertise, de compétences, qu'on ne les utilise pas. Alors, il voyait vraiment comme moyen pour d'utiliser les relations intergénérationnelles, pour en faire des mentors, des passeurs, des personnes qui, avec toute leur sagesse, qui n'est pas une sagesse biblique, hein, c'est une sagesse acquise de toute une vie et qui peuvent aider les jeunes dans la vie. Alors, c'est l'absence de reconnaissance sociale. Maintenant, pour aborder notre problématique, je vous présente l'approche écologique de la prévention du suicide. Peut-être que plusieurs sont familiers avec ça. C'est White et Jodoin qui nous présentent ce modèle-là pour nous présenter les multiples facteurs reliés à cette problématique et aussi comment les aborder. Alors, rapidement, bon, c'est sûr qu'on a la personne. Il y a des facteurs qui sont reliés directement à la personne, l'histoire familiale, mais aussi à la famille et à l'environnement. Et je vais vous les présenter en détail. On va voir les facteurs qui sont prédisposants, dont je viens vous présenter l'agisme, l'exclusion sociale, les facteurs contribuants, qui contribuent au risque suicidaire, et les facteurs précipitants. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, avec tous ces facteurs-là, la personne décide qu'elle va passer à l'acte? Alors, c'est ce modèle écologique de prévention. Alors, on va regarder les facteurs prédisposants au suicide. Alors, c'est vraiment des facteurs qui sont liés à l'histoire de la vie de la personne, hein, et qui la rendent vulnérable. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le premier facteur de risque du suicide, c'est la dépression majeure. Et dans plusieurs études, dont Préville, les collaborateurs de l'équipe de Sherbrooke, ont trouvé dans leur étude comparative, ils ont utilisé l'autopsie psychologique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont pris deux groupes, un groupe de personnes aînées qui étaient mortes de cause naturelle et un groupe qui était décédé par suicide. Puis, ils ont envoyé des psychologues rencontrer les familles de personnes décédées par suicide pour donner du soutien, mais aussi pour arriver avec certains outils et questionnaires de voir de quoi souffrait la personne. Alors, en tout cas, 54 à 87 % dans les études, mais c'est quand même de la dépression majeure. Les pertes d'autonomie, les maladies chroniques, bon, il y a une relation complexe. On dit, oh, il y a tellement de maladies, puis je comprends qu'ils veulent mourir, qu'ils ne veulent plus continuer de vivre. Mais dans leur recherche, encore là, Préville et collaborateurs de Sherbrooke, dans l'équipe de Sherbrooke, ont découvert que quand ils ont fait leur autopsie psychologique, que les personnes qui s'étaient suicidées n'étaient pas celles qui avaient le plus nombreuses maladies chroniques ou de souffrances reliées à ça. C'était plus le groupe qui était mort de cause naturelle. Donc, la perception que la personne va donner à sa maladie, ce qu'elle va anticiper au niveau de la perte d'autonomie qui va être reliée à ça, la perte d'intégrité, est plus importante que la maladie elle-même. Alors, on revient toujours à la perception qu'a la personne de sa situation. Et naturellement, un des facteurs prédisposants, l'abus de substances. Puis vous allez avoir une conférence, justement, je pense que c'est jeudi, sur le thème. Alors, l'alcool et les médicaments. Qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à la solitude. C'est aussi une façon de traiter ces symptômes. Hein? Anxiété, je ne peux pas dormir, fait qu'allez, on prend un peu de vin, on prend de l'alcool. Alors, c'est aussi une réponse à la perte de soutien social, à la dépression puis au stress. Alors, quand on a ces facteurs-là, on ne dit pas que ça va amener les personnes au suicide, mais ça peut les prédisposer. Il y a aussi, comme facteur prédisposant, ce que je trouve intéressant, c'est des facteurs psychologiques et des traits de personnalité. Alors, peut-être là-dedans, vous allez reconnaître certains de vos patients ou des personnes. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont des traits qui peuvent être prédisposants. Alors, ici, on nous parle, Conwell nous parle de l'aîné introverti qui hésite à exprimer ses sentiments et à demander de l'aide, peur de déranger. Alors, celui-là, il faut l'avoir à l'œil, hein? Surtout si ça va moins bien dans sa vie. On parle aussi de l'aîné avec des traits rigides, hostiles, obsessifs et indépendants. Alors, c'est sûr que ce n'est pas des personnes qui vont aller vers les services ou qui vont faire confiance aussi aux services. Souvent, c'est peut-être ces personnes-là de qui on discute autour de nos tables de discussion de cas. Hein? C'est le patient peut-être difficile à domicile. Une personne qui a subi plusieurs deuils, confrontée à des événements stressants, tels que les conflits familiaux et les difficultés financières. Ça revient souvent, mais ça revient aussi pour, vous allez voir tantôt un cocktail, les hommes qui consomment de l'alcool,
qui sont des substances, qui ont des conflits familiaux puis des difficultés financières. Ça va être vraiment des facteurs prédisposants puis qui deviennent aussi contribuants. Alors maintenant, on va parler des facteurs contribuants. Alors nos facteurs contribuants, c'est vraiment des facteurs qui viennent s'ajouter à ce qui est déjà présent, puis ça va accentuer la vulnérabilité de la personne puis le niveau de risque. Alors, l'abus de différentes substances, vous allez voir, les affaires reviennent, hein? C'est redondant un petit peu, mais c'est toujours présent. Les problèmes relationnels. Alors, ici, on a la totale, hein? Le fait de vivre seul, isolé, d'avoir vécu un deuil récent, d'éprouver des difficultés financières, de vivre l'instabilité familiale, de refuser de recevoir de l'aide ou des soins pour des problèmes de santé. Alors, s'il y a une personne qui a tout ça, elle a des bonnes... son risque augmente. Et le manque de ressources, ça c'est intéressant dans les études qu'ils ont fait aussi, le manque de ressources dans l'entourage immédiat, lorsque la personne s'engage dans son processus, lorsqu'elle a ces idées-là qui sont plus précises, qu'elle commence à avoir un plan, si cette personne est isolée, c'est sûr qu'elle n'aura personne pour d'abord venir à son secours et n'ira pas vers les services. Alors, le manque de ressources. Maintenant, on va regarder les facteurs précipitants. Alors là, les facteurs précipitants, comme je vous disais, c'est vraiment les facteurs qui vont agir comme des déclencheurs du processus suicidaire. OK? On a tout ça qui est présent, parce que quand on va vous demander tantôt d'évaluer les personnes, on va dire, bien, hey, c'est quoi ces facteurs prédisposants, contribuants? On essaie de voir qui sont particuliers à cette personne-là. Alors, il y a déjà des facteurs de risque, et là, il y a des facteurs, un événement qui arrive, un stresseur, et là, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Alors, le deuil d'un conjoint, d'un proche, fait appel à des stratégies d'adaptation particulières. Là, je vais vous parler de l'homme qui perd sa conjointe, est à risque élevé de suicide pendant 1 année et demeurera à risque pendant 5 ans, mais à un risque moindre. Mais vous savez que les hommes veufs, on a déjà eu des groupes à Montréal, je ne sais pas s'il existe encore, les veufs endeuillés, on les a ciblés et on sait qu'ils sont très à risque. Donc, on doit se préoccuper de ces personnes-là. Puis des stratégies d'adaptation particulières, je pense peut-être à la génération avant moi, où les rôles étaient bien définis. Hein? Alors, je me rappelle d'une dame de 92 ans qui est analphabète, son mari est décédé, puis elle a commencé à apprendre à écrire avec la circulaire d'épicerie. Elle voyait tomate, elle écrivait tomate, elle faisait sa liste d'épicerie, elle n'avait jamais fait un chèque. Alors, ça peut être la même chose pour une femme qui décède, l'homme qui n'a jamais fait le marché, qui n'a jamais occupé de la maison, qui, bon, va se retrouver seul. Et souvent, vous savez, dans cette génération, quand l'homme a pris sa retraite, son réseau social était beaucoup lié à la vie au travail. Hein? Je ne vous apprends rien. Peut-être qu'il y en a dans vos parents et vous pensez à quelqu'un à qui vous pouvez penser. Et il arrive à domicile, il revient à la maison, il est à la retraite. Madame, elle s'en va au groupe de l'âge d'or, à son groupe de tricot, elle s'en va au quai, à son groupe d'amis. Elle, la vie continue. Hein? Fait que souvent, ces personnes-là se retrouvent aussi perdues Alors, c'est sûr que souvent, la dame et la personne, la part, je vous dirais, peut-être de vie active pour ces hommes-là. Alors, la perte du permis de conduire pour les hommes âgés, est-ce que ça vous surprend? Non? Alors, c'est sûr que je pense peut-être à la génération avant nous, où c'était vraiment l'identité et l'autonomie qui étaient liées à ce permis de conduire. Alors, je peux vous dire que dans mon expérience en clinique, je ne peux pas vous en parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais comment les familles et les intervenants, on a usé de stratégies pour arriver à enlever un permis de conduire, parce que la personne disait, bien moi, si on m'enlève mon permis de conduire, je vais me tuer. OK? Je ne peux plus continuer, c'est mes jambes qui partent, c'est mon autonomie. Alors, des témoignages comme ça nous inquiète. Alors, quelqu'un à qui on devrait enlever le permis, vous devez être très vigilant. Et la non-reconnaissance du risque suicidaire par les professionnels de la santé. Ça, c'est intéressant parce que je ne vous apprends rien en vous disant que 40 des aînés qui s'étaient suicidés, ça c'était ISIL 2010, on fait part de leur idée à des intervenants de première ligne dans le réseau de la santé. Et après, j'ai vu aussi Préville et collaborateurs en 2005 nous disent 53 avaient rendu visite à leur médecin dans les 2 semaines précédentes et 93 avaient rencontré un professionnel de la santé. Il n'avait peut-être pas dit « je veux mourir » ou « je suis découragé », mais il y avait quand même eu un contact où on aurait peut-être pu faire du dépistage ou au moins se préoccuper de la santé mentale de ces personnes.
Et le transfert dans un centre d'hébergement est un autre moment critique, hein, ça peut être un facteur précipitant. C'est quitter sa vie privée, quitter son histoire, sa maison, ses objets. Et quand on voit ces personnes, parfois, dans un CHSLD, qui ont un fauteuil, qui sont venus chez eux, des photos, quelques souvenirs, mais imaginez toute la vie qui est restée derrière soi. Alors, ça peut être un moment critique. Et je pense qu'il y a un comédien qui faisait partie des cyniques, là, qui, il y a quelques années, à Saint-Lambert, qui a sauté en bas d'un deuxième étage, puis qui est décédé. Il venait d'être hébergé. Alors, les facteurs de protection du suicide, bon, c'est sûr que les facteurs peuvent être de nature bio-psychosociale, hein, ça peut aller autant de la résilience d'une personne, sa santé mentale, sa santé physique, on va les regarder plus précisément. Alors, c'est quoi ça, les facteurs de protection? Des facteurs qui vont renforcer la capacité d'une personne à trouver des solutions qui lui permettront d'affronter l'adversité et les moments difficiles. Alors ça, je vous l'ai mis en vert parce que ça revient tout le temps. Si une personne peut élargir son champ de solutions, si elle peut trouver une solution à son problème, parce que tantôt, je vais vous montrer le graphique là, du processus suicidaire, où quand la personne elle commence, il y a recherche de solutions, mais elle vient au bout où il n'y en a plus de solution. La personne est dans un entonnoir. Alors, comme facteur de protection, c'est d'aider les personnes à mobiliser leurs forces de résolution de problèmes et nous, les accompagner là-dedans. Alors, c'est sûr qu'une personne qui peut trouver des solutions ça va agir comme un facteur de protection. On parle, bon, de nombreuses situations de transition hein, pour les aînés. Bon, parfois, ils ont quitté la maison familiale, sont allés dans un plus petit appartement. Le mari est décédé, il y a peut-être de leurs enfants. Ils ont vécu aussi des transitions par rapport à le travail, la retraite et tout. Et comment cette personne-là s'est-elle adaptée? Hein? Comment ça s'est passé pour vous, là, quand vous avez quitté votre maison, puis que, bon, votre mari a pris sa retraite, ou comment, quand vous êtes arrivé ici, comment ça s'est passé? Alors là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à savoir comment la personne s'est adaptée, quels moyens elle a utilisés, et est-ce que ces moyens-là ne pourraient pas encore fonctionner dans cette crise actuelle? Alors, c'est sûr que quand on rencontre nos personnes, même s'ils ne sont pas en crise, on fait une évaluation. C'est bien de s'inquiéter, de s'informer de leur stratégie d'adaptation. Alors, les stratégies d'adaptation orientées vers l'engagement et l'action et à la recherche de solutions sont des stratégies positives pour la santé mentale. Hein. Ça, c'est comme une affirmation. Là. Je pense qu'on comprend bien ça. Que déjà, les gens qui vont dire, bien, moi, je vais passer à l'action. Oui, je vais y aller vers les services. Oui, je vais en trouver voir si quelqu'un ne pourrait pas m'aider. Déjà, être dans l'action, c'est un facteur de protection. Alors, la capacité à demander de l'aide. Tantôt, on a vu hein, nos personnalités là, qui ne voulaient pas demander de l'aide, qui restent isolées. Mais déjà, la capacité de demander de l'aide, c'est beaucoup. Moi, j'ai une personne proche de moi qui a vécu un trouble de santé mentale grave avec psychose, hospitalisation. Mais cette personne-là n'a jamais arrêté d'aller vers le service. Ça a été l'hospitalisation, l'hôpital de jour, la clinique externe, les services associations canadiennes pour la santé mentale. Une personne qui s'est vraiment mobilisée, beaucoup de résilience, et elle va mieux. Mais vraiment, si on avait pris une autre personne qui serait restée dans son coin, je pense que leur établissement n'aurait pas été le même. Participer à des activités jugées valorisantes et productives, c'est des facteurs de protection. Alors, c'est quoi des activités valorisantes et productives? Alors, c'est pas parce qu'une personne a 75 ans ou 80 qu'elle va commencer à aimer à jouer au bingo, à jouer aux jeux de poche, fallait faire des danses sociales. Alors, il faut vraiment connaître l'aîné avec qui on intervient et savoir c'était quoi ses intérêts passés, c'est quoi ses intérêts actuels et essayer d'aller dans cette direction-là. Bon état de santé physique et psychologique, c'est sûr que c'est gagnant hein, comme facteur de protection. La résilience, capacité à résoudre des problèmes, on en a parlé, je répète. Les saines habitudes de vie. C'est sûr que quand j'ai des conférences aux retraités d'enseignement sur le vieillissement dans une approche de prévention, je leur parle. Hein. C'est l'activité physique, manger mieux, manger moins et penser plus. Alors, c'est sûr que des saines habitudes de vie
C'est sûr qu'à tout âge, c'est bon, mais c'est sûr que chez nos aînés, c'est un facteur de protection. Les spiritualités, sens à la vie. Alors, c'est vraiment une étape où la personne est dans le... Si on pense à la théorie psychosociale du développement de Erikson, elle est dans la dernière partie qui est intégrité versus désespoir. Alors, c'est sûr que la personne, dans cette période-là, puis moi, pour les avoir côtoyés pendant plusieurs années, recherche un sens à sa vie. OK? C'est le moment où la personne va faire une boucle, va essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait ici, est-ce que j'ai contribué, est-ce que, bon... Alors, une personne qui n'a pas de sens à sa vie, c'est sûr qu'elle va se laisser aller puis qu'elle va être déprimée puis qu'elle risque de devenir suicidaire. Alors, on parle de spiritualité qui peut être une spiritualité laïque, comme vous savez, mais on sait qu'à l'époque, chez nos catholiques aînés, le suicide était défendu. Fait que quelque part, on avait comme... Ça nous soulageait un petit peu, nous, les intervenants, mais je pense qu'une spiritualité est à favoriser chez nos aînés. Et la capacité de se faire des amis, posséder un bon réseau de soutien social. C'est sûr que si je suis dans un 3e étage, que je suis en perte d'autonomie, il y a des bonnes chances que je sois isolée. On sait que l'isolement, ça revient tout le temps comme facteur qui va favoriser la dépression. Ça va aussi favoriser les déficits cognitifs. Chez l'aîné, pas de stimulation. Et tout s'ensuit. Une personne qui attend personne chez elle de la semaine, est-ce qu'elle va se lever le matin pour s'habiller, se laver, manger, se préparer? Juste avoir un but dans la semaine, soit aller dans un groupe pour recevoir une visite, comment c'est important. Alors, le processus de la crise suicidaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que peut-être que vous êtes familier avec ça. Vraiment, au début, la personne est en recherche de solutions. Hein? Fait que la partie solution est très grande et plus ça va aller, moins il y aura de possibilités de solutions. C'est pour ça que partout, on parle de facteurs de protection, développer des capacités de résolution de problèmes. Alors là, ça commence avec... il se passe quelque chose, un événement, recherche de solutions, des flashs suicidaires, idéation suicidaire, rumination. Les idéations, ça peut être quelques fois par semaine. Peut-être que je devrais aller rejoindre ma femme, elle est partie, je suis déprimée, mes amis sont hébergés, je suis comme seule. Alors ça commence à faire son chemin. Et on arrive, aux ruminations où là, c'est plus envahissant. Et finalement, la cristallisation de l'idée. Et là, ici, là, la personne, tout à coup, elle a l'air d'être calme et sereine. Je ne sais pas si ça fait référence dans votre pratique, mais la décision est prise. Donc, elle n'est plus dans l'ambivalence de « oh, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que si je fais ça ». Mais là, c'est comme la décision est prise. Et je me rappelle d'une collègue où je travaillais, qui avait été partie pour dépression, puis tentative de suicide, puis elle est revenue au travail, puis elle était comme calme, puis elle avait toujours comme un sourire un peu figé, puis j'essayais, moi, de l'approcher, puis c'était pas facile. Ça va bien, puis elle voulait pas qu'on parlait d'elle, on parlait des patients. Et quelques semaines après, elle s'est mise devant un train, puis elle est morte, là. Alors, mais c'est calme, OK, comme où la personne n'a plus la tension, l'anxiété envahissante de penser même au suicide comme solution. Je le fais, j'ai mon enfant, j'ai mon mari, mais là, la décision est prise et là, c'est comme si le duel était terminé. Alors, on doit se méfier de ces états. Alors, je sais que chez vous, vous avez l'évaluation de l'urgence, là. Je ne sais pas si monsieur le voit à la caméra. Bon, vous avez ce document que Dominique me dit que vous utilisez là, pour l'urgence suicidaire. Moi, je vais vous présenter ici. On va commencer par la triple évaluation du potentiel suicidaire, qui est de Mathieu et Séguin et Leblanc, qui ont écrit beaucoup sur les crises, les différentes crises. Alors, on parle d'évaluation du risque. Bon, le risque, ça mesure le fardeau des risques portés par une personne. C'est la somme des facteurs de risque. On pense à prédisposants, contribuants, précipitants. Puis, c'est qu'une personne se définit comme le risque que la personne se manifeste l'intention de se suicider, de passer à l'acte dans les 2 prochaines années. OK? Et ça, je peux vous dire que moi, j'avais des personnes à domicile, des fois, qui me disaient « Ah, moi, quand mon 50e anniversaire de mariage sera célébré, ou moi, à 80 ans, jamais je vais me rendre là. » Tu sais, puis même si la personne était plus jeune. Fait qu'il y a des choses, quand même, les personnes peuvent nous dire, fait que ça peut rester un risque pareil pour les 2 prochaines années. L'urgence suicidaire, là, qui est votre tableau que je vous ai présenté ici, permet de mesurer l'imminence de passage à l'acte et correspond au risque que la personne passe à l'acte dans les 48 prochaines heures. Alors ici, vous avez tout, plus on est dans
dans le jaune pâle, moins on est, le risque est moindre et là, on s'en va, on change de couleur. On s'en va dans le rouge qui est le passage à l'acte. Et naturellement, pour la triple évaluation, on parle d'évaluation de la dangerosité. Ça va mesurer la létalité du scénario de passage à l'acte. La personne s'est dit, bon, ben moi, je saute dehors, puis qu'elle reste au sous-sol, on est moins inquiète. Mais moi, j'avais une dame qui restait au 15e étage et qui me dit en souriant, moi, là, je pense sauter en bas du balcon. Mais le balcon était très haut, puis elle n'était pas grande. Alors, tout de suite, on a enlevé l'escabeau. Et là, on a contacté la fille qui est venue, on a mis un filet de sécurité. Mais pour vous dire, elle me dit sans rien, puis moi, je lui ai dit que je prenais ça très, très au sérieux, que j'allais la protéger malgré elle, contre elle, et j'allais prendre les moyens pour le faire. Alors, le scénario, est-ce qu'on sait que cette personne-là a une arme à feu? Vous savez que la loi nous permet de retirer une arme à feu, à se faire accompagner d'un policier, et on sait que si la personne est vraiment à risque pour elle-même, danger immédiat, on peut aussi utiliser la loi, le chapitre 38, la protection du malade mental, pour un examen psychiatrique. Mais enfin, il faut voir est-ce que la létalité du projet. Alors ça, je vous ai reproduit ça, puis il y en a ici quelques feuilles que vous pourrez, si vous les voulez. Ça vient un guide des bonnes pratiques à l'intention des intervenants des C3S pour la prévention du suicide qui a été publié par le ministère en 2010. Alors, ils ont fait ce guide-là, tout dans la vague de prévention des campagnes et tout, et suggèrent d'utiliser cet outil-là. Et moi, ce que j'ai fait, pour vous le montrer, j'ai décortiqué en deux. Alors, je me dis peut-être que la majorité des intervenants, peut-être ici, vous avez adopté celui-ci, mais il y a peut-être des endroits où il n'y en a pas. Alors, c'est très bien fait, ce guide-là. Ils disent tout l'évaluation, l'accompagnement, la surveillance, les suivis. Puis, on fait aussi un même guide pour la direction et les gestionnaires d'établissement. Parce que c'est dramatique quand ça arrive aussi dans notre établissement. Alors, rapidement, on nous dit de vraiment aborder directement la question du suicide. Alors, vraiment, quand on fait une évaluation, et moi, je le faisais avec toutes les personnes que je rencontrais, même si elle n'était pas suicidaire, parce que nous, les infirmières, on a eu une recommandation de faire le dépistage du risque et de chaque personne. Alors, dans l'histoire, comment est votre morale? Avez-vous déjà pensé mettre fin à votre vie? Avez-vous vécu des périodes assez difficiles pour penser à ça? Alors là, on va avoir l'histoire, mais il faut aborder. S'informer de la planification et dans l'aide du COC, le comment, où et quand. Et je me suis laissé dire par des intervenants lors d'une formation qu'on a rajouté un autre Q qui était avec qui. S'informer de l'accès aux moyens des préparatifs, déterminer le niveau de planification sur un continuum. Alors, vous voyez qu'on passe du vert au rouge, et c'est sûr que si on est dans le rouge, bien, écoutez, là, c'est 9 à 1, c'est vraiment l'urgence. Si on est encore dans les zones vertes et jaunes et oranges, on poursuit l'estimation dans la mesure où la tentative n'est pas en cours, que la personne accepte de collaborer. Alors, c'est souvent le levier de notre intervention. Ça va être la personne, oui, elle accepte de collaborer, elle accepte l'aide. Et ça, c'est la deuxième partie de la même page. Alors, ça continue comme ça. On nous dit d'aller voir c'est quoi les facteurs associés, ceux que je vous ai présentés. Alors ici, on n'a aucune tentative. On est dans le vert ici, puis là, on est dans le rouge. Alors, aucune tentative de suicide, parce qu'on va aller voir est-ce qu'il y en a eu dans le passé, est-ce qu'il y a eu un membre de votre famille, parce qu'on sait que les personnes dont un membre s'est suicidé ou un proche sont plus à risque que d'autres. On sait aussi les familles où il y a une arme à feu qui a plus que de risque pour le suicide et l'homicide. Capacité d'espérer un changement. Aucune ou légère consommation, parce qu'on a parlé tantôt comment est-ce que les substances, c'est un facteur de prédisposant, contribuant. Capacité à se contrôler. Dans l'autre côté, on va parler d'une personne très impulsive. Présence d'un proche. Est-ce que cette personne-là, elle est seule ou elle a quelqu'un? Capacité à prendre soin d'elle. Et là, à l'opposé, nous avons tentative récente, le grand désespoir, l'abus grave de substances, forte impulsivité, solitude, isolement et se laisse aller. Alors, de ça va déterminer la surveillance, puis on va effectuer l'estimation finale de la dangerosité. Alors, pas d'indice de danger dans le vert, on est comme tranquille. Indice de danger faible dans le jaune et danger grave à court terme et danger grave immédiat. Alors, on nous suggère, on nous recommande de poursuivre l'intervention en fonction de notre estimation. Alors, peu importe les outils que vous avez, je pense que c'est important d'avoir des outils, mais je vous fais une mise en garde. Ici, comme je fais pour tous les outils que je donne dans mes formations ou que je donnais aux étudiantes. Un outil doit être utilisé avec pertinence et fait partie d'une évaluation complète. Ce n'est pas un outil qui va me dire la personne est démente, a fait une dépression. C'est vraiment un élément d'une évaluation complète. Alors, de la condition physique et mentale de la personne suicidaire.
C'est un outil d'évaluation, ça ne va jamais remplacer votre jugement clinique. Jamais, jamais. Ça va venir poser ou corroborer vos données, votre évaluation, mais ça ne va jamais le remplacer. Alors, les premières interventions lors de crise suicidaire. Le premier objectif, naturellement, c'est de protéger la vie de l'aîné et d'en assurer sa sécurité. Ça, c'est vraiment la première chose. L'évaluation de la condition physique et mentale et du potentiel suicidaire. Alors, nous, les infirmières, on a cette activité avec les médecins, l'évaluation de la condition physique et mentale. Alors là, c'est important, on va aller voir aussi tous les facteurs qui sont reliés. Évaluer les niveaux de facteurs associés, les risques de protection aussi. On regarde les forces de la personne avec qui je travaille. Alors, c'est quoi ces facteurs de protection? La personne, bien, elle a déjà vécu des choses difficiles, elle s'en est bien sortie, elle est bien entourée, elle a un réseau. On essaie de voir. Et l'alliance thérapeutique, dans la littérature, s'avère un facteur de protection. On nous dit que déjà, si on est capable d'établir une alliance thérapeutique avec ces personnes-là, déjà, c'est un facteur de protection. Et vous autres, est-ce que vous avez une idée sur le contrat? Vous avez une idée sur le contrat? Est-ce que vous pensez que c'est valable? Grosse question, là, à 1h moins quart. En 1 heure. Alors, je vais vous dire que quand j'ai écrit un chapitre dans un livre sur la direction de Philippe Voyer sur le suicide, et j'ai trouvé dans un article qui nous disait que le contrat, suite à la recherche, ils ont essayé de voir, ils ont mis ça à l'épreuve, et les résultats ont dit que non, ce n'est pas valable. Tout ce que ça fait, entre autres, ça va rassurer l'intervenant. Et au niveau éthique, est-ce que la personne est dans un état pour donner un contrat, pour consentir à s'engager? Alors, je vous présente cette nuance-là. Je pense qu'il y a des moments où il y en a qui l'ont fait et ça a fonctionné, mais il ne faut pas mettre toute notre énergie ou penser que c'est la seule chose. Alors, plutôt, on va susciter l'espoir, viser le soulagement de la souffrance intolérable, contribuer à préserver l'intégrité et l'estime de soi de l'aîné. Alors, susciter l'espoir, c'est tellement important, là. Je suis avec vous, vous n'êtes plus seul. Vous pensez qu'il n'y en a pas de solution, on va vous aider à en trouver avec votre famille, vos proches, s'il y a lieu. Mais vraiment, susciter l'espoir, c'est comme la première chose à faire en protégeant la vie. Alors, ne jamais hésiter à aborder directement le suicide avec un aîné à risque. Là, ça va être redondant parce que je vous l'ai présenté sur l'outil du ministère. Prendre au sérieux une menace, comme je vous ai dit avec madame qui commençait à avoir des déficits cognitifs, que je l'ai pris bien au sérieux, même si elle me disait en riant, et que le plan qu'on a mis en place était conséquent. Obtenir ce qui a retenu l'aîné à passer à l'acte, c'est un levier d'intervention. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas fait de tentative? Qu'est-ce qui vous a retenu? Fait que ça va être souvent notre levier d'intervention. On va saisir ça. Pas intervenir seul, mais en équipe pour assurer une surveillance et un filet de sécurité. Alors, c'est sûr, si je pose la question puis j'ai une réponse, qu'est-ce que je fais avec? Tantôt, j'en parlais avec Dominique, que certains intervenants disent, si je pose la question puis je suis pris avec ça, mais vous ne serez pas seul. Vous allez consulter votre équipe, vous allez voir d'autres intervenants et on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme plan. Alors, obtenir les antécédents de l'histoire de l'aîné, s'assurer de la gestion des symptômes liés au risque suicidaire. Il faut traiter l'anxiété. La personne n'a pas dormi depuis combien de temps? Son désespoir, la dépression. Évaluer le réseau, mobiliser les proches, s'il y a lieu. Au centre-ville, souvent, moi, j'avais le concierge comme proche aidant. Ce n'était pas très facile. Obtenir ces stratégies d'adaptation utilisées, j'en ai parlé, lors de situations difficiles. Amener l'aîné à développer des nouvelles stratégies d'adaptation orientées vers la résolution de problèmes. Mais ça va se faire sur un cheminement avec un accompagnement psychosocial, un accompagnement en relation d'aide. Et mobiliser les forces de l'aîné, je le répète. Alors, orienter l'aîné naturellement vers les ressources appropriées selon l'évaluation du potentiel suicidaire pour une évaluation médicale, parce que le processus suicidaire, les idées suicidaires, ça n'arrive pas dans un ciel bleu. OK? Alors, il y a quelque chose, il y a de la dépression, alors avoir besoin d'un traitement. La surveillance, bon, nous, la surveillance, vous verrez aussi dans le document du ministère, c'est le niveau d'urgence qui va nous permettre de fixer le niveau de surveillance requis pour assurer la sécurité. Alors, si le niveau d'urgence est assez bas pour l'instant, bon, on peut dire que vous l'avez ici sur votre feuille à chaque, en tout cas, chaque corps de service, mais nous, à domicile, ça peut être, bon, à ne parler, on va la voir une fois par semaine, mais si aussi, on est plusieurs intervenants, ne pas tout y aller la même journée, partager nos... et le suivi, l'état mental de l'aîné, le niveau d'urgence suicidaire détermine son suivi au sein d'établissements ou en communauté.
Alors, la prévention, rapidement, reconnaître la détresse psychologique, soulager la douleur et la maladie. Il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques, qui ne sont pas traitées, ont aussi d'autres maladies qui ne sont pas traitées. Il faut vraiment être capable de les aider, les soulager. Moi, je vous recommande le dépistage systématique et traitement de la dépression. Alors, si toutes les personnes aînées que vous côtoyez, vous faisiez un dépistage systématique de la dépression, vous seriez peut-être étonnés. Et il y a des grilles comme la grille des dépressions gériatriques qui existe, qui est bonne, qui est fiable et validée, et qui nous donne aussi du contenu sur les idées de l'aîné. Connaître les différents facteurs associés au suicide pour ce groupe des aînés. Là, où je vous les ai présentés, donc vous allez garder ça en tête quand vous allez rencontrer vos aînés. Ah, ça, c'est, on dit que chez l'aîné, ça pourrait être un facteur de risque. Briser l'isolement, immobiliser le réseau, c'est une grâce que je souhaiterais à tous mes aînés à domicile qui sont isolés. Former les intervenants et connaître les ressources d'aide. Former les intervenants parce qu'on sait que 40 n'avaient parlé à des intervenants, avaient vu un intervenant de première ligne, 53 n'avaient parlé à leur médecin ou à d'autres professionnels. Donc, la reconnaissance de la détresse, la possibilité de... Il me reste 2 minutes. Alors, augmenter les facteurs de protection, les habiletés à résoudre des problèmes et les capacités d'adaptation. Je vous présente ça rapidement, mais vous pourrez aller voir. C'est la Pierre Sylvie qui a présenté en 2014 lors des journées de l'AQPS, qui parlait, elle a un programme intéressant à travailler avec les facteurs de protection, avec un groupe d'aînés en dépression, au lieu de travailler sur les facteurs de risque. Alors, elle les amène avec des groupes, elle en fait plusieurs par mois, et elle a eu des résultats incroyables. Alors, c'est quoi les facteurs de protection? Bien, on a l'espoir. Naturellement, j'en ai parlé, le réseau social et soutien, l'estime de soi, le projet de but personnel, c'est le programme de Mme Lapierre et collaborateurs qui sont au laboratoire de Géronto à Trois-Rivières. L'humour, flexibilité, acceptation des changements, hein, comment les transitions vont se faire, habileté d'adaptation, raison de vivre. Alors, besoin d'aide, appel, et ce matin, malheureusement, dans le devoir, pour terminer, on avait un reportage, les centres d'aide manquent d'argent. 15 des appels, que ce soit venant des personnes suicidaires ou des proches, restent sans réponse faute de moyens. Vous rendez-vous compte comment est-ce que c'est dramatique? Et tout ça, c'est à cause des coupures de budget et de notre austérité nationale. On dit qu'il y a eu un bond de 36 en 3 ans des appels. Quand même, c'est un service qu'on a publicisé, qu'on a encouragé les gens à appeler. Et là, vous voyez qu'on n'est plus capable de répondre. Alors, faute de moyens, les intervenants peinent aujourd'hui à répondre aux demandes de personnes suicidaires, de leurs proches ou encore des personnes ébranlées par un suicide de leur entourage parce que ce sont des victimes secondaires. Hein, on n'a pas parlé, là, mais dans le document du ministère, il y a tout un chapitre sur la postvention. Comment on intervient avec les gens qui restent après, que ce soit des intervenants ou d'une unité où le suicide a eu lieu ou de la famille. Suicide Action Montréal appelle à l'aide à la communauté. Il lance une grande campagne de financement. Là, je leur fais une petite publicité. Là. Ils voudraient ramasser 200 000 et eux ont été obligés de fermer des postes par attrition quand les gens sont partis. Et aussi la QPS, que ses budgets de formation ont été obligés de diminuer. Alors, dans cet article, ce matin, dans le Devoir, il y avait tous les doléances de ces services d'aide. Fait que je trouve ça tellement dommage parce qu'on est là, on veut. Alors moi, j'utilise cette dernière diapo pour vous dire, bien, si eux sont moins disponibles, qui ont moins d'argent, mais vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous êtes auprès des aînés. Fait que vous devez être encore plus soucieux de dépister ces personnes-là et d'intervenir. Je vous remercie.